Bonjour, bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue sur cette chaîne. Donc, je m'appelle Augustin. Comme d'habitude, je me présente. Je suis trader depuis quelques années. Je suis analyste financier et j'ai l'habitude de partager des analyses sur la paire Euro-USD, comme vous le voyez à l'écran. C'est une paire quand même qui est assez stable. Il faut savoir que c'est la paire la plus tradée. Et moi, j'ai un profil de trader intraday, voire de swing trader. Donc trader intraday, ce sont des traders qui gardent leur position ouverte uniquement durant la journée de trading et la clôture, donc ils prennent des gains partiels avant la fin de la journée, notamment la majorité des gains. Et pour les traders swing, ce sont des traders qui peuvent garder des trades sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Et on a également les position traders qui sont eux des traders qui peuvent garder des positions sur plusieurs mois, voire plusieurs semaines également. Alors, plusieurs années, je ne l'ai vu que chez les institutions financières. Je n'en ai entendu parler que chez les institutions financières. Donc, pour connaître les institutions financières auxquelles je fais référence, il faut juste aller sur Google. Et puis, alors à l'époque, c'était sur la page Wikipédia du marché du Forex. Vous aviez la liste des intervenants. Je ne sais plus si on l'a aujourd'hui. Bon, on va chercher ça. J'aime bien que les gens sachent de quoi je parle. Ne pas parler dans le vide. Parce que sinon ça sert à rien. Donc ce sont les participants. Exactement le terme que je cherchais. Alors si vous ne le trouvez pas sur la page Wikipédia du Foreign Exchange, vous pouvez le trouver sur plusieurs articles. Mais normalement, si je tape Foreign Exchange, juste ça, ça marche pas. On va essayer. On va réessayer Forex sur la page Wikipédia. Avec Photoshop, créer, c'est transformer une idée en quelque chose de concret. Ce que j'aime le plus, c'est de partir d'une image et de créer tout autour. Je peux même utiliser ma propre image comme référence. J'imagine, je mélange et à la fin, je savoure. Vous avez des banques, donc des institutions financières comme Citibank, qui fait partie des participants sur le marché du Forex. Alors, le marché du Forex, c'est le marché du Foreign Exchange, donc ce sont les échanges mondiaux, les échanges étrangers, si on traduit littéralement. Et sur ce marché sont échangées aussi bien des paires de devises comme celle-ci, Euro-USD, mais vous avez toutes sortes d'actifs. Franchement, sur le marché du Forex, il y a tellement d'actifs. Vous avez l'or, vous avez les métaux précieux, vous avez certainement des actions, mais c'est majoritairement des paires de devises et des métaux précieux que moi je trade sur le marché du Forex. Voilà. Bon, là c'est dommage, je ne trouve pas ce que je voulais vous partager, mais je me rappelle qu'en 2020 on avait une rubrique dédiée aux participants sur le marché. Parce qu'en fait, sur le marché du Forex, nous, donc moi je suis inclus dedans, les traders particuliers, constituons un faible pourcentage, pas plus de 5% mondial.
sur la totalité du marché. Et pour le restant des participants, vous avez les institutions financières et vous avez des entreprises, vous avez, enfin, voilà quoi, vous avez plein de participants, de types de participants. Et à l'époque, j'avais trouvé une liste du top 10 des participants. Alors quand je dis le top 10, il s'agit des institutions financières. Voilà. Donc, quand je dis les institutions financières, en fait, ce sont les banques commerciales ou bien les banques d'investissement, parce que Citibank, c'est aussi bien une banque commerciale qu'une banque d'investissement. HSBC, c'est plus une banque d'investissement, à ce que je sache. Donc vous avez effectivement les banques centrales qui déterminent les taux directeurs, vous avez les banques commerciales, bon là on est en France, BNP Paribas, Société Générale, partout vous avez vos comptes bancaires en gros. Parce que vous placez votre compte, ils l'utilisent pour investir dans des actifs, mais ils peuvent aussi l'utiliser pour trader. C'est aussi de l'investissement. Les banques d'investissement, HSBC, Citibank, il y en a tellement. Les hedge funds, donc ça ce sont les fonds de gestion. Donc là on est déjà à 4. Et en fait il y a 5 types de participants. Et en dernier lieu vous aurez les particuliers. Donc il faut savoir que là le classement il est fait de manière du plus fort vers le plus faible. Donc les plus forts c'est ce qui fixe les taux directeurs, donc ce sont les banques centrales. Ensuite, vous avez les banques commerciales, les banques d'investissement et les fonds de gestion. Et en dernier lieu, les traders particuliers, les retail. Et en fait, on avait la liste à l'époque des 10 banques qui dominaient le marché du Forex. J'aimerais bien retrouver ça, parce que franchement, bon, si vous avez le temps, essayez de faire la recherche sur Google. Vous pourrez trouver cette liste et puis au moins vous saurez quelles sont les banques qui tradent sur le marché du Forex. Et là, je parle uniquement du marché du Forex. Je parle même pas des autres marchés, parce que le marché du Forex en général, par exemple moi, je trade tout le temps en CFD. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Ça va beaucoup vous aider. Donc ouais, pour les participants sur le marché du Forex, ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire une vidéo là-dessus. Franchement, je pense qu'il faudrait qu'on creuse ça. Ça va vous permettre de... Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, bien sûr, hein, mais là, par exemple, vous avez le top 10 des brokers, mais moi, je suis pas sponsorisé par un broker, en fait. Donc, je n'en fais pas la promotion. Alors, peut-être qu'on aura quelque chose ici. Commercial banks have a prominent role to play in the forex market exchange growth. Vous voyez bien que les banques commerciales jouent un rôle important sur l'expansion, la vulgarisation, on va dire, l'expansion du marché du forex. Parce qu'effectivement, ils agissent comme des intermédiaires pour les clients qui veulent échanger
leur monnaie, leur paire de devises. Voilà, donc quand vous allez à l'aéroport et que vous faites un change, au bureau de change, en fait, vous êtes en train de trader. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de trader. Et je vous mets au défi, le jour où vous allez pour faire le change, par exemple, je sais pas moi, échanger de l'euro contre les dollars, bah, d'aller regarder le cours de l'euro contre le dollar, vous l'avez là, ou alors vous l'avez là. Bon, ça c'est le prix d'ouverture. Là, vous avez quelques données là, techniques. Là, je crois que vous avez le prix d'ouverture. Vous avez le prix de clôture. Vous avez le volume. Vous avez plein de données là, financières. Et on va regarder directement là. Après, ce qu'il faut... Parce que là, je suis en train de consulter les données de Rwanda. Bon. Votre bureau de change, il va sûrement se baser sur le taux en cours. Donc il faudra, ce qui serait plus simple, c'est juste de taper sur Google taux de l'euro en cours et puis de regarder le taux en cours. Et d'habitude, vous ne verrez pas les centimes là que vous voyez juste derrière. Donc là, vous allez voir les 1,15. Donc là, il n'y a pas d'impact. Mais en fait, nous quand on trade, on est plus intéressé par les 3 derniers chiffres. Donc vous avez 5 chiffres après la virgule, les 3 derniers chiffres après la virgule, ce sont ceux-là qui nous intéressent lorsqu'on trade. En tout cas sur une paire comme ça, sachant que les mouvements sont de la dizaine de pips, donc on peut faire du 80 pips, on peut faire du 50 pips la journée. C'est pas hyper volatile comme paire, contrairement à l'or. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser et c'est là que les bureaux de change gagnent de l'argent. Donc lorsque vous déposez votre argent au niveau d'une banque commerciale, vous fournissez de la liquidité en gros. Et la liquidité, je vais vous donner un exemple, ça c'est de la liquidité. Vous voyez ce point bas là, qui vient d'être, vous voyez comment le prix lâche des mèches. En fait, il se sert de la liquidité. Et il y a 2 scénarios possibles. Soit il va faire un liquidity run, donc ça veut dire qu'il va se servir de cette liquidité pour poursuivre son mouvement de baisse. Soit il fait un liquidity sweep ou grab, donc une prise de liquidité où il va venir taper dedans, faire une accumulation de wake-off, on va dire, une consolidation, et puis partir directement à l'explosion en partant vers la hausse. Donc ce sont les 2 seuls scénarios qui sont possibles. À chaque fois qu'il y a une prise de liquidité, à chaque fois qu'on arrive à un niveau de liquidité, c'est ce qui arrive. En fait, lorsque vous déposez votre argent à la banque, c'est vraiment ce qui se passe. C'est ce qui est expliqué ici. Et il n'y a pas que les banques commerciales, il y a également les banques centrales. Vous voyez ici. Central banks are the most influential players. Donc ce sont les institutions qui ont le plus grand rôle, le rôle le plus influent sur le marché du Forex. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, vous voyez là, vous avez les 5 types de participants. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, banque centrale, les multinationales. Alors ça, ouais, effectivement, on l'avait loupé. On a les hedge funds, les fonds de gestion, les traders retail. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4. Et on a derrière les banques commerciales. Voilà. Mais après, les banques, peut-être qu'elles sont... Parce qu'en fait, les banques, il faut savoir qu'elles ont quand même beaucoup plus de moyens que les hedge funds. Les hedge funds, c'est souvent des entrepreneurs qui créent leur fonds de gestion. Donc, souvent des traders qui ont beaucoup d'expérience, qui vont créer un fonds de gestion, qui vont recruter d'autres traders qui vont soit former, ou bien à qui ils vont transmettre leurs connaissances pour que cela trade le capital qui est à disposition du hedge fund, du fonds de gestion, pour le développer, ce capital. Et derrière, les traders vont avoir une commission, voilà, en fonction de leurs résultats. Voilà, donc on les appelle également investment funds, donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus. Vous voyez là, j'ai plusieurs banques. Vous voyez bien, Citibank, Citigroup, il est là. JP Morgan Chase, bon ça sûrement vous connaissez, Goldman Sachs pareil, Barclays ça vous connaissez, HSBC vous connaissez, Deutsche Bank, vous voyez bien que ce sont des banques également commerciales, mais elles sont sur le marché du trading, c'est un truc de ouf.
UBS, BNP, voilà, Standard Chartered Bank. Alors, celle-là, je la connais pas, parce qu'elle est au Royaume-Uni. Moi, je connais plus celles qui sont françaises ou européennes, on va dire, ou bien suisses, ou bien américaines, le Crédit Suisse. Et ce classement, il change tout le temps, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas un classement qui est fixe. Parce que le Citigroup, aujourd'hui, sont dans ce classement-là, dans cet article qui date d'1 an, il était premier, mais ça veut rien dire en fait. À la fin de chaque année, bah, ils font leurs résultats et puis voilà, il y en a qui ont performé plus que d'autres. Et puis voilà quoi. Donc voilà un peu une petite parenthèse. Aujourd'hui, l'objectif c'est pas ça. L'objectif aujourd'hui c'est plus de faire une analyse d'EURUSD. La dernière fois que j'ai fait une analyse, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur mon YouTube. Je l'ai également fait sur Twitch. Je vais vous poster ça sur YouTube plus tard. Mais là, j'avais acheté. Heureusement que j'avais pris des gains partiels parce que lorsque le marché a fermé, bah, il est parti, il a plongé quoi. Franchement, bon là, j'ai essuyé une petite perte, mais derrière j'ai pu récupérer plus que j'ai perdu, donc c'est tant mieux. Là également j'ai pris un trade. J'ai pas beaucoup tradé et le dernier il était ici. Voilà, le dernier date de lundi, j'ai pris cette petite correction avant que le prix ne reparte à la hausse. Et là vous voyez bien que le prix, comme je le disais tout à l'heure, a pris de la liquidité ici. Regardez bien. Une fois qu'il prend ce high, une fois que le prix consomme ce high, bizarrement il se retourne. En fait c'est parce que là, il y a ce qu'on appelle des sell stops, c'est une sorte d'ordre qui se déclenche une fois que le prix casse ce high. Il y a des institutions qui se placent comme ça. Une fois que ce high est cassé, leurs ordres vont être activés. Mais sauf que de la même manière que ce point a servi de liquidité, bah, une fois que leurs ordres sont activés, bah, leur capital va servir de liquidité. Sachant que les institutions ne mettent pas de stop loss, comme nous, retail traders, bah, tant qu'ils n'auront pas clôturé leur position, bah, ça va continuer de couler. Et regardez, là on leur donne une dernière chance de clôturer leur position, mais regardez comment le prix laisse une mèche, c'est vraiment vicieux. Parce que c'est une mèche qui a été laissée en 1 minute. Hein. Vous voyez bien que là en 2 minutes, donc là 1 minute, 2 minutes, vous n'avez même pas le temps de clôturer avec la perte, parce que le prix repart immédiatement. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe. Mais donc, ce que je disais en fait dans ma précédente vidéo, c'est que le prix il est arrivé à une zone d'intérêt. Ça correspond à un POA en monthly, on le voit venir en monthly. Voilà, ça correspond bien à l'order block. C'est pas du weekly, c'est plutôt du monthly. Parce que dans la précédente vidéo, j'avais dit que c'était du weekly. Mais c'est relatif en fait, parce qu'en fait, si en weekly je prends l'order block, bah, c'est pareil quoi. Si je prends la dernière bougie haussière qui contient le plus de volume, donc il s'agit de cette bougie en gris là, ça correspond, donc voilà, c'est des détails quoi. Donc le prix a tapé dans cette zone et moi je disais qu'une fois que le prix aura cassé ce low, je considérerais que la trend a changé, la tendance a changé, sauf que là vous voyez bien que je suis encore dans mon canal haussier. Et dites-vous, il y a des gens qui attendent beaucoup d'achats ici. Donc ici, on va sûrement réagir parce qu'effectivement on a pris de la liquidité, même si c'est déjà arrivé, hein, la semaine dernière on a pris la liquidité et le marché a clôturé au-dessus de cette zone. Là nous sommes en dessous de la zone, ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas assez de liquidité pour revenir, ou bien ils n'ont pas besoin de revenir jusqu'ici, parce que là il y a quand même un déséquilibre de volume qui a été laissé ici, mais ils ne sont pas obligés de le clôturer de la manière qu'il y a un déséquilibre de volume également entre ces deux bougies. Donc quand je parle de déséquilibre de volume, je parle de la différence entre ce corps de bougie et ce corps de bougie. Regardez bien, quand le prix clôture à un prix, il ouvre et il clôture soit au même niveau, soit juste au-dessus, soit, mais jamais en dessous. Vous voyez bien que là, le prix, il a clôturé au-dessus de la zone dans laquelle il avait fermé. Vous voyez bien, là, le prix, il ferme ici, il ouvre ici. Là, il n'y a pas de gap, il n'y a pas de déséquilibre entre les deux corps de ces bougies. Là, il y a eu un déséquilibre. Là, il y a eu un déséquilibre entre ce corps et ce corps. Vous voyez bien, celui-ci et celui-ci. Il y a un gros déséquilibre, mais il a été fermé tout de suite après. Donc à chaque fois qu'il y a des déséquilibres de volume, c'est comme ça qu'on appelle ça, bah, le prix, dites-vous qu'il va revenir pour le fermer. Alors, c'est pas forcément immédiat comme ça a été fait ici. Vous voyez bien que là, il y a un gros déséquilibre de volume. Même si la mèche vient combler, mais le déséquilibre de volume, là, il va être fermé. Dites-vous, il va être fermé.
Donc ce qu'on pourrait anticiper, c'est que le prix vienne taper dans cette zone. Vous voyez bien, ça peut être une zone d'intérêt. Ça ne va pas dire qu'il va revenir maintenant. Non, pas du tout, loin de là. Mais ça veut dire que c'est potentiellement une zone que le prix va venir clôturer, voilà. Avec du volume, attention, pas avec une mèche. Parce que si c'est juste venir clôturer avec une mèche, bah c'est déjà fait là. Là on a déjà clôturé avec une mèche. Mais c'est pas ce que je dis. Donc là, on devrait s'attendre à. Et en plus, déséquilibre de volume 1, déséquilibre de volume 2, ça veut dire que les vendeurs ont vraiment la main depuis 2 semaines sur le marché. Est-ce que les acheteurs vont réussir à reprendre la main? J'en doute fortement parce que là, on est dans un canal haussier. Ça, je l'avais dit dans la précédente vidéo. Ce canal, il est tellement évident, on peut pas le louper, quoi. Franchement, pour moi, c'est évident, en fait. C'était une manipulation. Ça, je voyais que ils allaient partir à la chute. Et effectivement, ce canal haussier va servir de liquidité, notamment le bas du canal, pour plonger. À mon avis, pour plonger. Après, il faudra le prochain point de liquidité qu'il faudra casser. Alors déjà, il y en a plusieurs. Il y a celui-là, il y a celui-là, mais il y a celui-là. Celui-là, il est vraiment important pour moi. Sachant que une fois qu'on aura cassé ce point, je pense qu'on aura déjà comblé 50% de ce mouvement de hausse. Ouais, effectivement. Donc si on casse ça, même avant de le casser, si on tape dans la mèche, donc quand je parle de taper dans la mèche, je parle de ça. Si on tape là dans cette zone, ça peut servir de rebond pour, pourquoi pas, venir justement clôturer ce déséquilibre. Pourquoi pas. Donc voilà. Mais en gros, moi, mon analyse, elle était bonne, sauf que je m'attendais quand même à ce que le prix vienne reprendre ce high avant de plonger. Parce qu'il avait laissé quand même pas mal de liquidité ici. Même toute cette baisse là, ça représente de la liquidité. Ici également. Là, c'était mon dernier niveau de TP. Si vous revoyez la dernière vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, vous verrez ici que c'était une zone de liquidité que j'attendais. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Medium liquidity, major inducement, medium inducement, major inducement. Celui-là, il n'est plus medium parce qu'on n'est plus dans la même journée. Donc là, on est plusieurs jours à l'arrière. C'est aussi un major inducement. C'est comme ça que je le comprends. Ce sont des zones de liquidité futures. Donc maintenant, je m'attends à ce qu'on manipule ici dans cette zone avant de repartir. Je pense que le prix va rester longtemps dans cette zone. Ou alors, s'il ne doit pas rester longtemps dans cette zone, c'est qu'il va plonger et venir chercher par exemple ce lot, qui est le premier lot à liquider et qui correspond au 1er août. Je me rappelle très bien de cette date. C'était un NFP. Donc là, effectivement, c'est une zone qui pourrait servir de... C'est une zone d'intérêt. Donc si vous regardez mes shorts, les vidéos courtes sur YouTube, le dernier que j'ai fait là, je l'ai fait hier, on était le 10 mars. Donc si vous regardez le short que j'ai posté hier soir, le 10 mars, vous verrez ce que j'entends par point d'intérêt. Je l'ai un peu détaillé, enfin je l'ai un peu abordé dans la vidéo rapidement. Mais ça pour moi c'est un point d'intérêt. Parce que c'est un point quand même qui a pris de la liquidité. Ça ne veut rien dire, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va tenir. Hein. Ça veut juste dire que le prix va réagir. C'est sûr que le prix va réagir à ce point. Est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va y réagir pour arriver dans cette zone? Ou est-ce qu'il va faire au contraire? Venir d'abord dans cette zone. Alors s'il arrive d'abord ici, moi je dirais pas que j'oublie cette zone, mais elle devient moins forte. Donc je pense pas qu'elle va tenir. Le prix pourrait peut-être réagir dessus, construire une mini tendance, attirer tous les acheteurs avant de plonger. Voilà. Donc EURUSD, franchement, en ce moment, je suis vraiment en train de l'observer. J'attends d'ici demain, à ce qu'il revienne. Donc demain, jeudi 12 mars, j'attends à ce qu'il revienne dans cette zone d'intérêt pour continuer le plongeon. Donc là, on a fait, rappelez-vous, les vagues d'Elliott. Une expansion, correction. Deuxième expansion, correction. Troisième expansion. Là, normalement, on devrait s'attendre à un retournement avec 2 vagues. Donc là, première vague correction, deuxième vague correction. Donc soit le prix réagit à cette zone et continue son plongeon, soit il revient
pour manipuler ce high, pas forcément le casser, mais venir manipuler ici, pour ensuite plonger et venir chercher cette zone. Après, là, il est presque à équidistance des deux zones, aussi bien de celle-ci que de celle-ci, même s'il est plus proche de celle-ci à mon avis. Mais faut rester attentif. Donc vous voyez bien que j'ai mis une alerte juste en dessous de ces mèches. C'est juste pour voir comment le prix réagit. Et j'ai mis une alerte ici également. Avec la clôture du marché à la fin de la journée, là, c'est dans une heure en fait. Là il est 21h de Paris, donc dans une heure le marché va fermer. D'ici là, je pense que justement cet événement de clôture qui vient avec beaucoup de volatilité, beaucoup de manipulation de la part des courtiers, pourrait pousser le prix pour qu'il vienne taper là. Donc ça va nous faire une mèche, ça va nous faire un corps de bougie vers le haut, mais ensuite ça va laisser une mèche pour, pourquoi pas, venir chercher le low. Après, il faudrait voir si demain on a des annonces économiques, parce que c'est justement le facteur principal qui, moi, me permet de savoir si je prends position ou pas sur le marché. Et effectivement, quand je fais mon filtre, je vais regarder uniquement les événements sur le dollar, uniquement les événements majeurs et uniquement les événements... Ah bah je peux regarder sur l'euro aussi, effectivement. Et tiens, je vais vous montrer, eh bien, Central Bank, donc ce sont eux qui décident des taux directeurs, ils interviennent, l'inflation, le discours, ça c'est plutôt géopolitique, miscellaneous, bon, ce sont des événements divers et variés. Voilà. Alors demain on a une annonce sur le chômage aux États-Unis à 13h30. Donc là, il s'agit des gens qui ont déposé une demande, qui sont inscrits au chômage en fait, sur la semaine dernière. Donc là, c'est pas le chômage sur le mois dernier, c'est plutôt sur la semaine dernière, during the past week. Donc ça va être la semaine du 3, du 2 mars. Et voilà ce qui est prévu. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? 214 000 personnes. Précédemment, on a eu 213 000 personnes qui se sont inscrites au chômage. Là, on s'attend à 1000 personnes de plus, en plus. Si on est à 215, c'est mauvais pour le dollar. Parce que là, ils disent que actual less than forecast is good for currency. Donc si on est à 213, donc pareil que la dernière fois, là c'est bon pour le dollar. C'est bon pour le dollar. Mais si on est à moins, si on est à plus, 215 par exemple, ou 214,5, là c'est censé être mauvais pour le dollar. Donc ça veut dire que le dollar va chuter. Mais je vais vous dire un truc que je n'arrête pas de répéter. Sur les marchés financiers, il ne s'agit que de manipulation et de recherche de liquidité. Donc on cherche à nous manipuler, nous les retail, parce qu'il faut savoir que les institutions, certaines institutions financières parfois ont des informations que nous n'avons pas. Donc c'est de l'insider, c'est du délit d'initié, insider trading. Donc voilà. Donc si le dollar plonge, ça veut dire que l'euro part à la hausse. Bon, moi je vous dirais c'est logique, effectivement, parce que là, on a quand même pris voilà, plusieurs niveaux de liquidité. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci il a été consommé, celui-ci ne l'a pas été. Peut-être qu'il ne sera pas. Voilà, celui-ci pourrait suffire pour justement créer les deux vagues restantes d'Elliott. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé d'une vague d'Elliott, deuxième vague, troisième vague. Après, certains me diront, mais Augustin, pourquoi tu considères tout ça comme deux vagues alors qu'il n'y en a qu'une seule? Là, je suis en 1 heure, tout dépend de la time frame que vous observez. Mais si on décompose le mouvement même en 5 minutes, on voit bien, première vague, correction. Je ne sais pas si vous voyez en fait la correction, elle est moins volatile et même elle est faite en session d'Asie. Donc ça nous fait un joli canal haussier. Une fois que vous voyez cette mèche, alors c'est pas arrivé à Londres, c'est arrivé lors de la session de Francfort. C'est arrivé à l'ouverture de la session de Francfort à 8h du matin aujourd'hui. Mais quand on voit quelque chose comme ça, mais franchement c'est un signal que le prix il part rarement à la hausse quoi. Il va rarement continuer à la hausse.
À moins qu'ils aient besoin de revenir manipuler encore. Vous voyez bien qu'ils l'ont fait une fois ici pour faire croire aux gens qu'ils allaient partir. Mais cette mèche là, franchement, elle était tellement violente que c'était un indice pour moi que le prix allait chuter, quoi. Et donc là, il est parti et avec l'ouverture de Londres, ça a encore poussé le prix. Et donc une fois que la poussée a été faite et qu'on a pris le lot de la session d'Asie, vous voyez bien ça, c'est aussi un niveau de liquidité. On en a pris un ici, d'abord un second ici. Là, on tape dans l'imbalance. Donc là, on piège les traders ICT qui s'attendent à une correction du mouvement pour continuer la tendance. Et là, bim, on liquide encore une fois. En laissant bien sûr des mèches. C'est vrai que cette dernière jambe-là, elle est moins évidente. Donc je vous avoue que tout ça, je pourrais le considérer comme une seule jambe. Et dans ce cas, si je fais ça, bah dans ce cas, ma zone d'intérêt, elle n'est plus ici, mais elle sera plutôt quelque part. Alors, je vais peut-être aller en 30 minutes, ce sera peut-être plus clair. 30 minutes ou 1 heure. Parce qu'il me faut un truc clair quand même. Je sais pas si 30 minutes c'est suffisant. Ouais, 30 minutes, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Qu'est-ce que j'ai en 4 heures? Parce que c'est vrai que la grande time frame quand même est beaucoup plus importante que la petite time frame. Ouais, on va dire 30 minutes, c'est pas mal. À voir d'ici demain. Donc, à voir d'ici demain si ça va tenir. Donc voilà un peu ma vision sur USD. Donc je m'attendrai plutôt à une correction pour venir chercher cette zone. Donc ça c'est quand même une zone de piège. Mais il ne faut pas oublier que c'est une zone qui a pris de la liquidité ici et qui a réussi à créer entre guillemets un nouveau haut plus haut que le précédent. Mais franchement on connaît tous la manip. Le mouvement d'expansion, la correction qui se fait en 2 temps. Donc, parce que le mouvement d'expansion il ne s'est pas terminé ici, mais il s'est terminé ici. Donc si on suppose que le mouvement s'est terminé ici, ça veut dire que ça c'était la correction. Mais là on est à une correction à moins de 30% du mouvement de baisse. Le Fibonacci va nous confirmer. Ah bah non, presque 50%. Bon, on dirait pas là, mais ah ouais, moi j'aurais plutôt dit qu'on était ici, mais effectivement on a dépassé les 30% largement. Donc là j'avais une zone en daily qui n'a pas été touchée, c'est pas grave. Ça ce sont les données du courtier. Franchement, si je vais sur des données futures, je sais pas moi, celle-là par exemple, et que je vais en daily, ça a été touché ou pas? OUSDH. Alors, ces données-là, elles vont expirer le 15 mars, si je ne me trompe pas. Ah bah non, bah ça expire demain en fait. Donc, sachant que ça expire demain, il va falloir qu'on trouve... il va falloir qu'on trouve d'autres données. Enfin, les données qui suivent sur le trimestre d'après. Donc là, on avait commencé par UH, je crois que c'est ça. UHM. Une plateforme complète de création. C'est soit les M, c'est soit les... Pour tous ceux qui ont une idée et l'envie de la réaliser. Que je vérifie, que je me trompe pas. Décrivez ce que vous voulez et regardez-le prendre forme. Vous pouvez planifier, personnaliser et développer dans toutes les directions. Des outils créés pour une personne aux plateformes prêtes pour des milliers d'utilisateurs. De projets passion à des systèmes USDM. Tout est intégré et prêt à être lancé. Là j'ai CMI. Où vous pouvez aller aussi loin que votre imagination. Peut-être qu'il faut que je me mette sur... Faisons de votre rêve une réalité. Maintenant. Oh. Ah bah voilà. Qui cherche trouve. C'est bien ça. Donc les prochaines données, celles-ci, elles vont expirer à la fin du prochain trimestre. Ouais, donc ce sera... Ah bah non, ouais c'est ça, ouais, c'est ça. Pour le T3. T2 plutôt, T2. Avril, mai, juin. Donc ça va expirer le 11 juin. Vous voyez bien, ça va expirer on va dire milieu du 3e mois du trimestre en fait. Souvent c'était le 15. Bon après là c'est le 11, bah c'est pas grave. Ça, de toutes les façons ça ne peut pas expirer en week-end. Donc ça va forcément expirer en semaine. Et pas n'importe quel jour de la semaine. Là c'est un jeudi. Ouais. Donc celle-ci,
Je vais l'ajouter à ma liste. Et c'est pourquoi j'ai abordé ce point, c'est parce que je voulais voir si la zone en daily a été touchée. Et là, non. Je dis que c'est une zone en daily. Pas vraiment. En fait, ce sont des zones comme ça que moi je cherche. Donc je vais dire que c'est un OB caché, mais en daily. Il est caché en daily. Voilà. En fait, il est en 4 heures. Mais vous voyez bien que lui non plus n'a pas été touché. Donc franchement, ma supposition, alors mon hypothèse sur le fait que EuroUSD va recréer à partir d'ici des vagues d'Elliott pour venir challenger cette zone, ça commence à se tenir. Après, ça ne va pas forcément dire qu'à partir d'ici, on va poursuivre la chute pour arriver jusqu'ici. Ça ne veut rien dire. On peut même dépasser ce point. Une fois qu'on tape là, on peut même dépasser ce point. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le low de la semaine. Le retournement du prix, il peut se faire aussi bien le mardi, le mercredi que le jeudi. Ce sont les 3 jours de retournement. Le lundi, c'est un jour de manipulation. Vous l'avez vu ici. Et bien qu'avec cette baisse, on a dû induire pas mal de vendeurs. Donc là, c'était la manipulation. Donc là, arrivé là, ils n'ont plus assez de liquidité, donc plus assez d'argent sur leur compte pour tenir leur position. Donc il y en a beaucoup qui ont dû fermer leur position durant toute cette montée. Et là, vous voyez bien que le prix est en train de revenir à cette zone. Et je pense qu'il pourrait franchement, je ne suis pas, c'est pas une certitude, il pourrait soit taper là pour aller refaire un nouveau high. Donc ça veut dire que la semaine va clôturer en hausse, à la hausse. Et ce serait bien d'ailleurs parce que ça nous permettrait de venir clôturer, alors peut-être pas forcément là, parce que là c'est le high de la semaine, c'est le point le plus haut de la semaine. Peut-être pas clôturer forcément tout de suite le point, mais je veux dire, revenir, dépasser ce point un tout petit peu, mais pas obligé de dépasser de beaucoup, taper dans la zone daily, pour ensuite venir clôturer quelque part ici, et vous verrez à ce moment-là, en fait, tant qu'on clôture au-dessus de ce point, au-dessus du niveau de clôture de la bougie précédente, tant qu'on clôture au-dessus ou bien au même niveau, il n'y a pas de déséquilibre de volume. Il n'y a pas de volume imbalance. Vous voyez bien, je vais les marquer d'ailleurs. Je vais les marquer. Donc là, j'ai un premier volume imbalance. Et là, j'en ai un deuxième pour l'instant. Mais le deuxième, ça ne sert à rien de le surligner. Parce qu'en fait, il est en cours. Le volume imbalance, on le marque une fois que le marché a fermé. Voyez, regardez. Parfois, c'est un petit truc. Hein. Et en plus, je vais vous dire un truc. Le volume imbalance, il dépend vraiment de la time frame. Là, par exemple, j'ai un volume imbalance en weekly, mais si je vais en daily, peut-être que j'en ai plus. Vous voyez bien. Là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de déséquilibre de... Il n'y a pas de déséquilibre de prix. Enfin, de volume. Donc, alors que là, même en daily, on le voit. En 4 heures, je ne sais pas si c'est le cas. En 4 heures, non. Je pense pas que ce soit le cas. Ou alors c'est qu'il est très faible. Mais par contre, on a un vrai gap. On a un déséquilibre cette fois-ci de prix. Pas de volume, mais de prix. Enfin, si, de volume, vous me direz, ouais. Parce que celui-là, il a clôturé là. Et voilà. Mais quand je dis déséquilibre de prix, en fait, voilà, c'est ça. C'est aussi un déséquilibre de volume. Vous voyez bien, là, ça commence à ressortir. Donc celui-là, il est valide. Celui-là, il est valide parce que je le vois quand même dans les grandes time frames, dans plusieurs grandes time frames, notamment en weekly, en monthly, effectivement, en monthly, j'en ai aussi. Donc là, j'ai le mois de février, là, j'ai le mois en cours. Le mois de mars pourrait venir, voilà, parce que le mois de mars est baissier quand même, il a ouvert ici, pour l'instant, il est là. Rien ne l'empêche de revenir là, clôturer, voilà. Donc on verra. On verra. Mais franchement, mon hypothèse sur la reprise de la tendance haussière, juste pour venir tester cette zone ou bien fermer le volume imbalance avant de poursuivre la chute, commence à se tenir. Elle commence à se tenir. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant, je fais des vidéos de 30 minutes. J'essaie, là, j'ai dépassé les 30 minutes. Parce que j'ai d'abord abordé tout ce qui était participant sur le marché du Forex. Mais je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Je dis essayer parce que ce n'est pas sûr que j'ai le temps de le faire, mais je vais faire ça. Voilà, donc les amis, c'était un plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à me laisser vos avis en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur les marchés et surtout, n'oubliez pas,
faites attention, ne mettez votre argent que sur des produits que vous comprenez. Et comme j'ai l'habitude de le dire, allez consulter le site de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, ou alors l'autorité des marchés de votre pays de résidence. C'est toujours bien de s'informer. Informez-vous sur le Forex, les dangers du Forex, voilà, les risques encourus, aussi bien en termes de santé qu'en termes financiers. Et puis voilà, c'est tout. Soyez prudents. Allez, à la prochaine. Ciao.